Bonjour, bienvenue pour ce premier podcast vidéo. Ce podcast vidéo me paraît très adapté pour l'étude d'un tableau que j'ai mis au programme d'histoire des arts de 3e. Il s'agit d'un tableau d'Autodix intitulé La guerre. Alors, ce tableau d'Autodix, Der Krieg, La guerre, a été peint entre 1929 et 1932. Il a une forme un peu particulière sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, puisque c'est un triptyque doté d'une prédelle peint sur du bois. C'est un tableau de très grande dimension, rien que le panneau central mesure un peu plus de 2 mètres sur 2 mètres. Il est conservé au musée des Beaux-Arts à Dresde. Avant de passer à l'analyse du tableau, il est indispensable d'avoir un certain nombre d'informations sur l'artiste Autodix. Autodix est bien entendu un Allemand, il est né en 1891 et mort en 1969. C'est un soldat qui a combattu durant la Première Guerre mondiale, il a été engagé volontaire durant la Première Guerre mondiale, il a combattu dans l'artillerie, il a participé notamment à des campagnes sur le front ouest, donc sur le front occidental, et en Russie, et pendant les combats, il a réalisé un certain nombre de croquis pour retranscrire ce qu'il ressentait et ce qu'il voyait. Autodix, c'est un peintre enseignant aux Beaux-Arts, et il a appartenu à 3 grands mouvements artistiques, le mouvement expressionniste, le mouvement Dada, et enfin à ce mouvement que l'on appelle la nouvelle objectivité, qui est un mouvement artistique qui souhaite représenter le réel, brut, sans phare et sans artifice. L'œuvre d'Autodix est extrêmement particulière puisque c'est une œuvre qui est profondément marquée par la guerre. Vous avez ici sous les yeux un certain nombre d'œuvres d'Autodix. Ici, ce sont des œuvres en noir et blanc. Autodix a été très marqué par son expérience combattante et on va retrouver relativement fréquemment la guerre représentée en tant que telle ou alors les conséquences de la guerre au travers de la représentation d'anciens combattants ou d'invalides de guerre. On voit par exemple ceci sur les 2 toiles suivantes, la rue de Prague qui est peinte en 1920 ou alors les joueurs de skat, le skat étant un jeu de cartes de l'époque où on retrouve ces fameuses gueules cassées avec une représentation qui, pour nous, paraît excessivement monstrueuse. On a une espèce de concentration sur 3 personnages de l'ensemble des atrocités auquel a pu donner lieu le conflit. On a véritablement le corps de 3 anciens combattants qui est marqué dans sa chair par la Première Guerre mondiale. Pendant les années 30, l'œuvre d'Autodix a été considérée par les nazis comme faisant partie des œuvres dégénérées et Autodix a été chassé de son poste d'enseignant en Beaux-Arts en 1933 et une partie de ses œuvres ont été retirées, voire détruites. Voilà pour les informations en rapport avec notre artiste. Passons maintenant directement à l'étude de l'œuvre. Une œuvre, je le disais tout à l'heure, extrêmement particulière, tout d'abord dans sa taille. C'est une œuvre de très grande envergure. Un des objectifs de l'artiste est de faire entrer l'observateur dans la guerre, sur le champ de bataille. Il s'agit véritablement de captiver et d'absorber le spectateur. Donc, une œuvre de très grande dimension, à dimension humaine, pourrait-on dire. Au total, l'œuvre mesure 2,50 m de hauteur sur 4,10 m de largeur. Une œuvre de grande taille, une œuvre qui est aussi un triptyque, en sachant que le triptyque, c'est quand même un support qui est abandonné depuis longtemps à l'époque. Le triptyque était un type d'œuvre auparavant utilisé essentiellement pour les sujets religieux. Vous avez ici à l'écran un triptyque qui est le retable de Grunewald, où on trouve une scène de crucifixion. Et ici, non pas un triptyque, mais ce qu'on pourrait appeler un polytype de Van der Weyden. On retrouve une scène de jugement dernier, avec d'un côté la porte du paradis, de l'autre la porte des enfers, et une scène de résurrection avec un Christ en position juge. Le choix
qui était celui d'Autodix, de choisir la forme du triptyque est un choix extrêmement particulier, mais qui nous informe sur le sens qu'il veut donner à son œuvre. Il veut donner à son œuvre un sens religieux, il veut faire du sacrifice des poilus, il veut donner un sens sacré au sacrifice des soldats sur le front durant la Première Guerre mondiale. Passons maintenant à l'analyse de l'œuvre, et nous allons prendre ici l'œuvre morceau par morceau, secteur par secteur. Commençons bien entendu par le panneau de gauche. Sur ce panneau de gauche, on voit une représentation de soldats allemands montant au front. Il y a une certaine finesse et un souci d'exactitude dans la représentation de l'équipement des soldats. On retrouve ici le barda, le fusil, et puis le casque en acier, ainsi que l'uniforme allemand, qui est la tenue Feldgrau. D'un côté, il y a toute une colonne de soldats anonymes, puisque sans visage, qui montent vers le front, un front qui est représenté par ces nuages rouges semblables à une portée des enfers, et puis de l'autre côté, en partie perdu dans la brume, d'autres soldats allemands qui redescendent. Alors pourquoi sont-ils dans la brume? Pourquoi cette brume est-elle ici au moment où les soldats s'acheminent sur le front? Eh bien, c'est d'une certaine manière une volonté de marquer la montée sur le front comme le passage dans un autre monde. Les soldats quittent la réalité pour s'acheminer vers une représentation des enfers, et ceux qui en redescendent se sont transformés en fantômes, ils sont perdus dans la brume. L'homme ne sort pas intact de son séjour dans les tranchées. Remarquons aussi le fait que l'auteur ait choisi de représenter les soldats de dos. Lorsque l'observateur se trouve face au tableau, eh bien, il est dans la position du soldat qui monte sur le front. C'est toujours cette volonté d'absorber le spectateur à l'intérieur de son œuvre. Deuxième partie du tableau, le panneau central, où on a véritablement la représentation du front, un front où l'homme, la terre et puis les éléments du décor se mêlent en une espèce d'ensemble, tout est entremêlé, chaotique. Une fois encore, les soldats, l'unique soldat vivant est un soldat anonyme. Il y a tout un travail représenté sur les cadavres, les intestins qui s'entremêlent à la terre, à la boue. Il y a tout un travail aussi au niveau de la représentation du paysage, qui est un paysage ravagé par les obus, par les bombardements, avec une multitude de cratères. C'est une scène d'apocalypse que nous présente ici Autodix. La présence d'un masque est bien entendu là pour anonymer encore le soldat, faire en sorte que le soldat puisse correspondre à n'importe qui, une représentation qui est une représentation universelle, ou la volonté de montrer que le sacrifice du soldat, c'est le sacrifice d'un anonyme. On a la présence d'un masque à gaz, allusion à l'utilisation des gaz de combat, et notamment, par exemple, le gaz moutarde, l'hypérite. On a une décomposition, on a une des lignes de force de ce panneau central, et bien c'est la ligne diagonale qui permet de séparer d'un côté le vivant et puis de l'autre le mort, l'homme, le cadavre entremêlé au champ de bataille et à la bout du champ de bataille, suspendu dans le décor, un squelette pointe son doigt. Comment peut-on interpréter ce squelette? Eh bien, c'est probablement la mort qui montre au soldat ce qu'est son devenir. Autrement dit, le soldat est amené à mourir, sacrifié sur le champ de bataille. Panneau de droite, troisième partie du tableau. Eh bien, cette fois-ci, les soldats redescendent du front vers l'arrière, toujours la représentation du front comme une apocalypse ou un enfer, avec une magnifique porte des enfers représentée en rouge qui est là pour avaler, engloutir, et puis un soldat porte un autre soldat blessé. Ce soldat est pour une fois à visage découvert, et c'est tout simplement l'autoportrait d'Autodix qui porte un de ses camarades pour le ramener à l'abri. Remarquons au passage le masque de souffrance, ou peut-être masque de dégoût vis-à-vis de toutes les atrocités de la guerre. Remarquons aussi la couleur qui a été choisie pour traiter le corps des soldats, une couleur blanche. On retrouve une des thématiques, un des éléments du panneau de gauche. Autrement dit, le soldat, une fois qu'il est passé sur le front, est à mi-chemin entre la vie et la mort, est devenu une espèce de fantôme déformé par la guerre. Il n'est plus l'ombre que de lui-même. Partie inférieure du tableau,
l'après-Dell. Alors comment interpréter cette après-Dell? Des soldats allongés au fin fond d'un caveau qui ressemble fortement à un cercueil. Hein. On voit les parois de bois de part et d'autre. Et puis l'observateur a bien entendu une hésitation. Est-ce que ce soldat est en train de dormir? Est-ce que ces soldats sont morts? Eh bien, la question demeure. Mais dans tous les cas, cette question nous donne un peu l'œuvre et le sens de lecture de l'œuvre. Hein. On a véritablement une œuvre qui suit un certain nombre de lignes de force avec des étapes de narration. La narration commence sur le panneau de gauche avec les soldats qui montent vers le front, puis on se trouve dans les atrocités de la ligne de front, hein, où les morts sont extrêmement nombreux. C'est la scène d'Apocalypse. Le soldat redescend, c'est la troisième étape. On a une espèce de cycle. Et puis, bon, soit le soldat meurt sur le front, soit il se repose à l'arrière et reconstitue ses forces avant de remonter sur le front. Et dans ce cas-là, on retourne sur le panneau de gauche. Hein, l'auteur, Autodix, représente la vie du soldat comme une espèce de cycle, un cycle infernal où le seul débouché est éventuellement la mort. Et on a véritablement un témoignage très très poignant sur la réalité de la vie dans les tranchées, et Autodix a tiré profit de son expérience combattante et des visions qu'il a rapportées de la guerre. Ces paysages ravagés sont aussi ceux de Verdun en 1916, et ces corps parfois démembrés, défigurés, nous renvoient là aussi à la douleur des gueules cassées de 14-18, ces soldats défigurés qui ont du mal à retrouver leur place dans la société une fois que le conflit est terminé. Et cette œuvre d'Autodix, on l'a dit, hein, n'est pas une œuvre parmi d'autres, elle est vraiment symptomatique de l'ensemble du travail de l'artiste, des thèmes qui hantaient l'artiste, et puis ces thèmes, bien entendu, on va les retrouver ensuite un tout petit peu plus tard. Hein. Autodix va continuer à peindre autour du conflit, et en 1934-1936, il peindra un tableau intitulé Les Flandres. On retrouve certains éléments de la guerre. Hein. On a la volonté de témoigner, la volonté de représenter aussi la Première Guerre mondiale comme une guerre marquée par une violence de masse, un paysage déstructuré, détruit, apocalyptique, lunaire, et puis un soldat qui risque sa mort à tous les instants et qui revient profondément changé, modifié et même parfois marqué dans son corps.